Terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes, présente Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. André Berkoff, Céline Alonso. Bonjour et ravi de vous retrouver sur Sud Radio comme tous les vendredis avec André Berkoff qui est bien entendu dans tous ses états et pour cause. André. Comment ne pas l'être, Céline, alors que les bruits de bottes se font de plus en plus insistants. Alors d'un côté, vous vous rappelez, on entend plan de paix de Trump, réticence de l'Ukraine, attentisme de l'Europe, la Russie attend d'avoir tous les éléments. Et puis, d'un autre côté, on entend, oui, mais attention, on va pas laisser tomber l'Ukraine, ça ne va pas, rien n'est joué. Et alors, guerre ou paix ? Encore des morts, on parle de près d'1 million de morts, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, on va en parler avec le général Vincent Desportes, qui a été un des as de l'armée de terre. On va en parler, de quoi s'agit-il ? Et puis, on va parler quelque chose dont on parle très peu, l'entrisme iranien dans l'Hexagone. Voilà. Est-ce qu'il y a un plan iranien pour infiltrer, pour essayer de déstabiliser le gouvernement français ou la France ? On va en parler avec Emmanuel Razavi, qui est un journaliste spécialiste du Moyen-Orient. Et nous allons parler aussi du terrorisme. Et oui, il y a eu des menaces de mort. Et quelqu'un qui voulait tuer un témoin que nous avions reçu il y a 2 semaines, on va vous en parler, Alia, une apostate de l'islam, eh bien, qui a été victime de menaces de mort. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé exactement ? Alia va nous raconter cela. Et puis après, évidemment, après la téléchirurgie, ce qui se passe à Bordeaux, entre Bordeaux et la Chine, c'est dingue, des opérations absolument incroyables que permet la technologie moderne. Eh bien, la culture dans tous ses états, Céline, de quoi va-t-on parler ? Eh bien, aujourd'hui, on va recevoir la grande artiste américaine Liz McComb, icône du gospel et du soul, André Berkoff. Elle sera notre invitée, car le 6 et le 7 décembre, eh bien, elle va donner 2 concerts exceptionnels au Palais des Congrès de Paris. On y sera, bien entendu, André. Voilà. Et le 10 décembre, eh bien, il y a un film bouleversant qui sort au cinéma. Il raconte l'histoire de Manon Altazin et de sa famille. Elle est sourde profonde de naissance, elle a réussi à faire de son handicap une force malgré une jeunesse difficile, marquée par les rejets et surtout la douleur de son frère qui lui aussi était donc malentendant et qui n'a pas supporté, André, son handicap. Elle est malgré tout, elle est combative et elle est aujourd'hui la première femme sourde pilote d'avion en France. Elle sera avec nous donc sur Sud Radio à partir de 13h avec ses parents. Terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes, présente Sud Radio Berkoff dans tous ses états, le fait du jour. L'hymne ukrainien, André Berkoff sur Sud Radio. Ces derniers jours, eh bien, les négociations pour mettre fin au conflit lancé en 2022 par la Russie se sont accélérées. Elles se concentrent sur un projet de plan américain dont une version initiale jugée très favorable à Moscou continue d'être discutée entre délégations américaines, ukrainiennes et européennes, André. Oui, nous sommes quand même au début. Ça fait quand même presque ça va faire en février 2026, ça va faire 4 ans que la Russie a envahi l'Ukraine, l'opération, ce qu'ils appellent l'opération spéciale. Et où on en est après des centaines de milliers, voire 1 million de morts et un peu plus. On se demande pourquoi, on peut se poser la question en tout cas. Alors, processus sérieux, dit le Kremlin, sur les efforts diplomatiques de Donald Trump. Ce plan américain qui cherche à mettre fin à la guerre en Ukraine. Alors, Steve Witkoff va être à Moscou, l'envoyé spécial de Donald Trump. Alors, le Kremlin dit il y a certains points positifs. Les Européens, la coalition des volontaires se sont réunis.
ont essayé de dire oui, il y a des choses qui vont très bien, mais attention, ne sacrifions pas le bébé ukrainien avec l'eau du bain trumpiste. Il y a des plans de paix, des différences, ça discute extrêmement fort. Et puis, il y a un certain nombre de critères qui sont là. Par exemple, les Européens, dont Emmanuel Macron dit qu'il veut utiliser les 230 milliards d'avoirs russes gelés en Europe, tant que Moscou n'a pas offert de compensation financière. Washington voudrait de son côté, lui, créer un fonds abondé par 100 milliards d'avoirs gelés et par 100 milliards d'euros investis par les Européens. Les Américains demandent également un reversement de 50% des bénéfices. Vous savez, c'est le grand marchandage. Le grand marchandage, il faut savoir que les Américains ont décidé de couper le robinet. Il dit, nous avons assez donné, nous avons donné de l'argent, nous avons des armes. Maintenant, si vous voulez des armes, ils disent aux Européens, bien, achetez-les, et puis vendez-les, ou donnez-les à l'Ukraine, ou faites des emprunts, mais nous, ce n'est plus notre problème. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, quelle concession territoriale, sachant que l'armée russe, c'est une guerre d'attrition, une guerre d'usure, avance. Évidemment, au-delà des oblasts et du Donbass, et ne parlons même pas de la Crimée, ils avancent petit à petit, mais dans une guerre qui n'en finit pas. Alors, où on va geler les lignes? Est-ce que ça va être un accord de cessez-le-feu, un accord de paix? Tout ça ne fait que commencer. Pendant ce temps-là, évidemment, les gens meurent. Après, y a-t-il des élections? Puisqu'il n'y a pas eu d'élection et que vous savez, le président Zelensky aurait dû effectivement refaire des élections, mais il a dit on est en guerre, on n'en fait pas. Donc, il a son mandat fini il y a pratiquement 1 an. Est-il légitime? Il est légitime aux yeux des uns et plus que jamais. Il est illégitime aux yeux des autres et plus que jamais. Alors, plan européen, plan américain, on est en pleine discussion. On ne va pas rentrer dans les détails puisque cela va prendre quelques jours ou hélas quelques mois. Mais ce qui est intéressant, on va vous faire écouter un document sur LCI, parce que où en est de ce point de vue l'Europe? Parce que tout se passe. Peut-être on se trompe, comme si l'Europe était spectatrice. L'Europe était en coulisses, l'Europe regardait alors qu'elle aurait dû être effectivement l'un des facteurs de médiation entre Russie et États-Unis. Mais on le sait depuis des décennies, elle ne s'est pas mise dans cette position-là. Et vous allez voir, c'est très... D'ailleurs, le général Vincent Desportes est avec nous pour parler du service militaire, mais nous allons aussi l'interroger là-dessus, parce que vous allez écouter... Un dialogue, il y a 5 à 6 personnes, tout à fait étonnant, qui s'est produit hier chez Darius Rochebain sur LCI. Céline, il y avait qui? Alors, il y avait exactement Nicolas Tenzer, enseignant à Sciences Po, Samantha de Benderne, qui est chercheuse, Guillaume Roquette, donc du Figaro Magazine, l'amiral Jean-Louis Vichot et le colonel Michel Goya. Écoutons. Alors voilà, non, mais avant d'écouter, je voudrais dire quelque chose, écoutez bien, parce que c'est très intéressant. Voilà des experts. Chacun peut penser ce qu'il veut, mais enfin c'est des experts, voilà, qui sont là et qui discutent de ce qui peut se passer. Et moi, ça m'a frappé vraiment de voir ça, ce narratif que vous allez écouter, et la réalité que l'on ne décrit par ailleurs. Écoutez. Est-ce qu'il faudra envoyer des troupes même contre l'avis des Russes, à votre avis? Vous dites quoi? Moi, je dis oui. De Michel Goya? Non, c'est pas le principe, c'est de les envoyer après la paix. Bien sûr. Donc il y aura pas de paix si on les envoie. Moi, je dis depuis toujours qu'il y aura pas de troupes, européennes en Ukraine. En revanche, on peut le faire à la périphérie de l'Ukraine. Ça, c'est matériellement et politiquement, ce sera beaucoup plus faisable. Ah moi oui, moi c'est oui depuis le premier jour. Même contre l'avis des Russes, bien sûr. Bien sûr. Les avis des Russes, il faut le balayer. Les lignes rouges, il faut les pulvériser. Enfin bon, là-dessus, il y a pas de question. Vous dites, on pourrait envoyer des troupes françaises sur le sol ukrainien. Je pense qu'on pourrait. Je dis pas que la décision est prise. Et je pense qu'il y a eu un recul de la coalition des volontaires par rapport aux premières intentions exprimées par le président français, qui au début, il n'était pas question d'accord de paix. C'était de manière indépendamment d'un accord de paix ou de cessez-le-feu. Là-dessus, amiral Vichot, vous partagez l'avis de Nicolas Tenzer, que même contre l'avis des Russes, on pourrait envoyer des troupes en Ukraine? Non, je suis plutôt de l'avis du colonel Goya. Je pense que, les engagements, c'est pas mon avis, c'est les déclarations. Non, mais c'est les déclarations des hommes politiques français, en particulier du premier d'entre eux, du président de la République, qui a dit qu'il enverrait des troupes lorsque le cessez-le-feu serait réalisé, et encore mieux, plus facilement si bien sûr il y a un traité de paix. Mais le traité de paix, franchement, j'y crois pas dans un avenir prochain. Ils auront peut-être les rafales avant.
Non, mais qu'on entende aussi... Non, mais moi, comme officier subalterne, je suis d'accord avec la hiérarchie. Donc, il n'est pas raisonnable aujourd'hui d'envisager cette présence européenne, parce que le simple fait de l'annoncer, en tout cas, je dis en Ukraine. C'est pour ça que je disais que les Européens ont un rôle à jouer, parce que ils peuvent, notamment avec des avions stationnés derrière la frontière, sécuriser l'accord. Mais c'est vraiment agiter un chiffon rouge que de dire nous on est prêts. Alors écoutez, c'est quand même extraordinaire ce qu'on entend. Vous voyez, il y a des gens de différentes opinions, etc. Entre Nicolas Tenzer qui veut absolument pulvériser les lignes rouges, on y va, attention, les troupes doivent être en Ukraine, faut pas laisser faire les Russes. Martin de Berne qui est un peu sur cette position, Guillaume Roquette qui est beaucoup plus modéré, l'amiral Jean-Louis Vichot aussi, le colonel Michel Goya, il dit attendez, par rapport au traité de paix, qu'est-ce que ça veut dire des troupes françaises en Ukraine avant le traité de paix, etc. Et écoutez encore, ce n'est pas fini, écoutez, parce que ça donne vraiment la position d'un certain nombre d'experts ou d'observateurs, etc. en France. Écoutez. Avouez que c'est surprenant parce qu'on dit on n'a pas peur de la Russie, en même temps je porte pas le jugement, mais sur 6, le seul qui dit on n'a vraiment pas peur de la Russie, c'est Nicolas Tenzer. Les autres vous dites alors on n'a pas peur, mais enfin on va se mettre dans le pays d'à côté, c'est quand même plus prudent. Non, mais c'est pas ce que j'ai dit, c'est pas ce que j'ai dit. C'est simplement que nous estimons que pour le moment, comme les décideurs de ce pays, ce n'est pas le moment. C'est-à-dire que pour le moment, si on veut un jour arriver à une paix, il ne faut pas non plus passer bien sûr. Non, mais c'est un article de l'ONU, pardon. Si un pays souverain appelle à l'aide d'un autre pays souverain, si l'autre pays souverain veut mettre des troupes sur son sol, c'est pas interdit, il a le droit. Non, il peut le faire. Ouais, mais pourquoi il le ferait pas alors? Parce que c'est trop politiquement parlant. Non, mais surtout on est des démocraties. Je ne sais pas si vous avez remarqué, on a une opinion publique. Mais je porte pas le jugement, mais je dis. Non, mais je vous le dis. Ouais. Donc nos hommes politiques, qui eux aussi ont remarqué qu'ils avaient une opinion publique, qui parfois l'écoutent, se disent c'est pas le moment. Donc c'est bien ce que dit ici. Et quand vous voyez les réactions c'est trop dangereux, c'est ça l'explication du général Mandel. Non, mais dites-le. Alors je dis donc effectivement expressément, c'est trop dangereux face à la deuxième puissance nucléaire du monde et qui est dont nous ne sommes pas protégés par un océan. Alors on va attendre qu'elle prenne le contrôle total de l'Ukraine, qu'elle absorbe tous ces Ukrainiens. On va continuer à aider les Ukrainiens. Qu'elle absorbe tous les Ukrainiens. Mais laissez-moi finir, Guillaume. On va attendre qu'elle envahisse l'Ukraine. On va attendre qu'elle absorbe tous ces Ukrainiens bien entraînés et bien armés. Et c'est à ce moment-là que nos troupes vont être confrontées. Et nos troupes elles vont attendre. Si vous voulez, si la maison de votre voisin prend feu, et il y a le feu qui risque de s'étendre parce que votre maison n'est pas protégée. Il y a 3000 km, ma chère Samantha. C'est ça que vous comprenez pas. Alors, vous êtes dans une rue, il y a 10 maisons en bois. La maison au bout de la rue, elle est en feu. Vous avez des pompiers, mais il faut surtout pas que les pompiers aillent dans la maison qui brûle. On va la mettre dans toutes les autres maisons et on va attendre que le feu se propage à nous. Je vous remercie je vous remercie de cette jolie image qui permet à un esprit un peu limité comme moi de comprendre les enjeux géopolitiques. Bon, au-delà de ces joutes verbales, Général Vincent Desportes, merci d'être là. On va parler évidemment du service national, mais je voulais déjà avoir... On voit quelque chose... Moi, j'ai écouté ça et c'était tellement exemplaire de ce qui se passe et des divisions. Les gens qui disent, mais attendez, il faut y aller maintenant, il ne faut pas attendre, mais à la paix, on ne sait pas quand sera lieu, le traité de paix, on ne sait pas. Et les autres qui disent, attendez, c'est pas le moment, on a une opinion publique, c'est pas si facile, etc. Et on sent... Face à ce qui se passe, on a l'impression, mais j'ai l'impression, c'est la vie personnelle, je peux tout à fait me tromper, et dites-moi, c'est qu'on a l'impression que par rapport à la réalité sur le terrain et à la réalité des échanges politiques entre USA, Russie et autres, avec effectivement tout ce qu'on dit sur la corruption, en Ukraine notamment, il y en a ailleurs, mais enfin qui est très forte, on a l'impression qu'il y a une espèce de... je dirais, de différenciation, je ne dis pas abyssale, mais des espèces vraiment de dissymétrie assez forte. Qu'est-ce que vous en pensez ? Écoutez, dans une affaire comme ça, de toute façon, prévoir l'avenir, c'est une affaire d'hypothèse, c'est toujours des paris, donc c'est assez compliqué. Mais je pense qu'il y a des réalistes et il y a des optimistes, que rien n'effraie et des idéologues. Ouais. Il y a une réalité, d'abord, c'est que la France seule ne peut pas aller en Ukraine et que ça ne peut pas être un problème français, c'est au minimum un problème européen et probablement un problème otanien. Et que donc cette décision, elle sera
une décision faite par une communauté d'États. Vous dites que les troupes françaises seules, ça n'a aucun sens. Mais évidemment, ça n'a aucun sens. D'abord, on n'est pas capable d'en mettre aujourd'hui énormément. Et d'autre part, la France, il faut pour que ça fasse peur au président Poutine, il faut que ça représente quelque chose de plus important que la France. Donc, soit les forces européennes, soit les forces de l'OTAN. Voilà. Dans cette affaire-là, je pense que tant que ce qui a été dit pour l'instant, soit nous décidons de faire la guerre à la Russie. On n'en est pas là. C'est un choix qui pourra arriver un jour, mais on n'en est pas là. Si on décide de le faire, alors il faut avancer. Et alors, comme nous sommes une puissance nucléaire, on va vers une guerre nucléaire. Juste, il faut le savoir. Ou alors... Et on sait ce que ça veut dire, une guerre nucléaire. Enfin, on peut supposer. Personne ne sait. Mais exactement. À la fin, on sait qu'il n'y aura plus de studio à Paris pour Sud Radio. Ça, on est à peu près d'accord sur le sujet. Ou bien, on fait ce qui a été dit, c'est-à-dire qu'on fait tout pour que Poutine arrête cette guerre. Donc, on fait pression sur lui, à la fois militairement et économiquement. Une fois qu'il a arrêté, on a un traité de cessez-le-feu, de paix. Et alors, il faut effectivement être sur le terrain pour garantir la sécurité, puisque les seules garanties de sécurité qui vaillent, elles se font avec des soldats sur le terrain. Voilà où on en est. Oui, mais alors, général, attendez, vous avez écouté comme moi, vous avez suivi comme moi la polémique qu'il y a eu suite aux propos du général Mandon, le chef d'état-major des armées, et qui disait, voilà, il faut comprendre, voilà, ça a été bien ou mal interprété, l'histoire de vos enfants quand même doivent être prêts, etc., etc. Mais il désignait clairement, et c'est ça qui m'a frappé, il désignait clairement les Russes en disant, oh, dans 4 ans ou 5 ans, il faut se préparer, disait-il. Alors, on a essayé de corriger ça, même le président de la République a essayé de corriger ça en disant ça a été mal interprété et sorti du contexte, ce qu'on dit toujours quand on a envie on dit c'est sorti du contexte, mais il y a quand même une espèce de climat qui essaye de s'instaurer là, ou qu'on essaye d'instaurer là. Alors, ça correspond à quoi, vu ce que vous venez de dire, et c'est partagé par beaucoup de gens en disant mais quoi, on va faire la guerre à la Russie, alors on décide de faire la guerre à la Russie ou quoi? La situation est parfaitement claire. Aujourd'hui, nul ne peut dire, il n'y a aucune chance que la Russie, si elle gagne cette guerre en Ukraine, ne poursuive pas d'une manière ou d'une autre, probablement pas frontale, son agression vers l'Ouest. Moi, je suis professeur de stratégie. Quand vous faites de la stratégie, vous n'avez pas le droit d'exclure le pire. Oui, donc, une possibilité, oui. Le pire. Donc, le pire, vous le prenez en compte. Vous avez le devoir de jouer le pire, de préparer le pire. Et donc, cette guerre qui est possible, sans être probable, elle est possible. Nous n'avons pas le droit de jouer avec, et donc nous devons faire en sorte qu'elle n'arrive pas. Et pour qu'elle n'arrive pas, ce qu'a dit le général Mandon à sa façon, il a dit nous devons nous préparer non pas pour gagner la guerre, mais pour que nous n'ayons pas à la gagner, parce qu'elle ne sera pas déclenchée. C'est exactement ça le problème. Aujourd'hui, nous ne sommes pas suffisamment dissuasifs, nous n'apparaissons pas comme suffisamment déterminés aux yeux de Poutine. Donc, le connaissant, il pourrait fort bien avoir la tentation de poursuivre son offensive. Eh bien, nous ne devons pas nous le permettre, donc nous devons porter notre défense à un niveau qui soit suffisamment dissuasif. Mais comme vous dites très bien, mais le problème il est là, c'est que ça doit se porter au niveau européen. Au niveau français, vous l'avez dit vous-même, ça n'a aucun sens. Donc, on n'a pas l'impression du tout, en tout cas aujourd'hui, d'être à la veille de cela. Vous savez très bien ce qui se passe entre pays européens, vous savez très bien, je ne parle même pas d'Orban, de Fico et de la Tchéquie et de la Slovaquie, mais même Mélanie et compagnie. C'est-à-dire, en fait, on a l'impression quand même que on a un encore une fois, un trio Macron, Starmer et Merz, encore que Merz s'entraîne en pleine hésitation, qui dit oui, attention, il faut, et puis le reste de l'Europe qui est pas encore là, et nous qui disons non, c'est ça qu'on comprend pas. Ce que vous dites sur les possibilités, la stratégie, vous avez raison. Poutine n'arrête pas de dire qu'il ne veut pas envahir. Bon, on n'en sait rien. Évidemment, Hitler l'avait dit ça. Sauf Hitler nous voulait envahir. Comment ? Hitler voulait y aller. Ah ben non, rappelez-vous à Munich, quand il enserre dans ses bras Chamberlain a dit « Vous venez de gagner une paix pour 1000 ans ». Elle a duré quelques jours. On l'a vu, oui. Non, mais pour vous, très sincèrement, aujourd'hui, on a l'impression que c'est beaucoup plus une guerre, je dirais, et tant mieux, qui veut la guerre nucléaire, mais une guerre c'est normal, de rapport de force, et une guerre allez, je vais te montrer ma force et je vais te montrer où je suis prêt à aller,
qu'une véritable... Or, il faut avancer, on ne peut pas rester dans ces milliers de morts, il y a quand même jusqu'au dernier Ukrainien, vous voyez. D'accord, mais alors, là, ce que vous disiez au début, c'était que finalement, on ne faisait pas grand-chose pour aller dans le sens que j'ai dit. Eh bien, nous ne faisons pas assez. Mais nous faisons, c'est-à-dire que la capacité de défense de l'Europe s'accroît tous les jours. Je ne dis pas qu'elle s'accroît suffisamment, mais regardez l'armée polonaise, regardez les armées baltes, regardez l'armée française, qui fait des efforts. L'affaire du service national s'inscrit exactement dans cette affaire-là. Nous avons triplé notre production de Rafale, nous avons triplé notre production d'obus de 155 mm, nous nous lançons dans l'affaire des satellites. Il y a des progrès qui sont, je dirais, extrêmement rapide par rapport à ceux qui avaient pu exister avant le 24 février 2022. Maintenant, le pari, il est là. Il a été exprimé très clairement par le général Mandon. Nous disposons d'une petite fenêtre de temps stratégique de 3 ou 4 ans. Avant que l'agression dont je parle puisse se concrétiser, eh bien, il nous appartient maintenant, pendant cet espace de temps stratégique, de nous mettre en ordre de bataille. Alors, nous n'y sommes pas encore, et merci aux Ukrainiens de tenir le front, parce que sinon, nous pourrions y être beaucoup plus rapidement que prévu, mais nous avançons. Et croyez-moi, tous les pays européens ont conscience de ce risque-là, et nous avançons tant au niveau national qu'au niveau européen. Oui, vous pensez qu'il y a quand même une unité qui peut se... Alors vous le savez bien, il n'y a pas de direction commune, il n'y a pas... Il n'y a pas d'armée européenne aujourd'hui. Il n'y en aura jamais, mais... Et puis surtout, la Commission européenne n'est pas en responsabilité de défense. Et c'est pas dans ses prérogatives. Et donc on voit bien qu'elle fait un peu, certains disent qu'elle fait trop, et donc on a bien des avancées nationales dans chacun des pays, et en même temps on a une Madame von der Leyen qui essaye de coordonner un peu, certains disent qu'elle en fait trop. Donc on voit qu'on n'est pas vraiment organisé pour ça. Mais je crois que la prise de conscience de la possibilité de danger est telle que chaque pays avance à sa manière, mais avance. Alors justement, avant de parler du service national, général des portes, mais ce que vous venez de dire, c'est vrai, moi ce qui m'a frappé aussi, encore une fois, je ne veux pas jouer l'avocat du diable, en l'occurrence de Poutine, mais quand il dit, voilà, à l'horizon de 3 ou 4 ans, il peut y avoir, effectivement, nous ne sommes pas prêts aujourd'hui, mais nous serons prêts dans 3 ou 4 ans. Mais dites-moi, vous êtes à la place de Poutine, vous êtes stratège, mais si vraiment il a ses intentions, ce qui est possible, vous dites, ça fait partie des possibilités, je suis d'accord avec vous, mais pourquoi n'attaque-t-il pas tout de suite? Il sait qu'ils ne sont pas prêts, on va y aller. Mais non, mais vous avez raison, sauf que actuellement le président Poutine, il a l'Ukraine sur le dos, devant lui, il a gagné 20% du territoire depuis 4 ans, et sa ligne de front, en gros, elle est stable depuis 4 ans, depuis 2 ans, pardon, même si elle bouge un peu. Donc pour aller attaquer les pays de l'OTAN, eh bien, il faudrait avoir terminé cette guerre en Ukraine. Et d'autre part, en gros, l'armée russe, elle est devant l'Ukraine. Elle peut pas être devant l'Ukraine et ailleurs. Donc, tant que... Et c'est pour ça qu'il faut remercier... Tant que l'Ukraine, vous voulez dire, résiste, enfin, est là... Bien sûr. Et on doit remercier l'Ukraine, si vous voulez, parce que effectivement, si l'armée russe venait attaquer demain matin les forces de l'OTAN, on serait bien embêté. Pourquoi on serait bien embêté? Pourquoi, oui. Pour 2 raisons. D'abord, on vous l'avait dit, on n'est pas vraiment en ordre de bataille, on est en train de monter. Et puis d'autre part, l'armée russe, ça fait 3 ans, 4 ans bientôt qu'elle fait cette guerre-là. Et qu'en 4 ans, elle a énormément évolué. Alors que nous, on n'a pas fait cette guerre-là depuis 1944. Et que donc, on n'est pas entraîné. Les 2 armées qui sont montées, vous savez, la guerre, c'est une affaire dialectique. Donc chacun monte, chacun augmente. Les 2 armées... Chacun s'équipe, chacun s'entraîne, Et les 2 armées les plus prêtes à cette guerre-là, c'est l'armée ukrainienne et l'armée russe. Et nous ne sommes pas entraînés. Et donc il faut qu'on monte en puissance, il faut qu'on s'entraîne, nous n'en sommes pas là. Donc j'espère bien que l'Ukraine va tenir. Vous savez, aider l'Ukraine, c'est investir stratégiquement, parce qu'on a besoin que l'Ukraine tienne, si on ne veut pas que cette menace dont je parlais se matérialise un jour. Général Vincent Desportes, effectivement, on va se retrouver dans un instant sur Sud Radio. À quoi va ressembler le service national voulu par Emmanuel Macron? À tout de suite pour en parler. Terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes, présente Sud Radio André Berkoff. Berkoff dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio. C'est bien parce que j'aime autant l'armée que les flics que mes couplets d'un mauvais goût systématique vous racontant 3 coups de gamelle, 3 petits tours dans une poubelle.
Encore embêté ce Pierre Perret. Et oui, Pierre Perret qui parle du service militaire et nous on parle du retour du service militaire, André Berkoff. Un sujet qui fait débat depuis des années. Alors à quoi va ressembler le service national voulu par Emmanuel Macron 30 ans après la fin de la conscription obligatoire décidée par Jacques Chirac? Eh bien écoutons un extrait du discours qu'il a donné hier à Vars, près de Grenoble. Oui, alors Emmanuel Macron donc a dévoilé hier les contours du futur service militaire volontaire. Il n'appelle pas d'ailleurs service militaire volontaire d'ailleurs. La rémunération envisagée, on va en parler. Alors écoutez d'abord Emmanuel Macron. Les volontaires seront sélectionnés par les armées qui choisiront parmi eux les plus motivés et ceux qui répondent le mieux à leurs besoins. Nos jeunes du service national serviront pendant 10 mois, ce qui correspond à une année de césure et permet de s'inscrire parfaitement dans le parcours de nos jeunes. Nos jeunes du service national participeront à toutes les missions, de sentinelle à l'assistance aux populations, à tous les postes, du terrain à l'état-major. Alors voilà, et il s'est étendu très longuement là-dessus. Donc, rémunération envisagée entre 900 et 1000 euros mensuels pour 10 mois d'engagement. La mise en œuvre pourrait avoir lieu dès l'année... Nourri, logé, non imposé. Voilà, nourri, logé, non imposé. Oui, c'est important quand même de dire. Habillé aussi. Habillé aussi. L'objectif étant d'accueillir 10 000 jeunes filles ou garçons chaque année d'ici 2030, puis 50 000 par an à partir de 2035. Donc, effectivement, c'est militaire, vie d'un régiment, préparation physique, entraînement tactique, etc. L'armée espère trouver de potentiels recrues au minimum de futurs réservistes. Ils sont environ 50 000 aujourd'hui, avec l'ambition de monter à 80 000 d'ici 2030. Alors, général Vincent Desportes, est-ce que symboliquement, on va parler évidemment de réel, mais symboliquement, ça fait près de 25 ans, plus de 25 ans, que le service militaire s'était arrêté en France. Là, c'est un service volontaire, effectivement, c'est un service considéré comme national. À votre avis, qu'est-ce que ça représente? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est au-delà même de la mesure, qui est symbolique et qui est parlante? Alors, on a une évolution nouvelle, mais il faut savoir que nous faisons appel à des appelés depuis la Révolution française. Ça s'appelle c'était la levée en masse. C'était la levée en masse. Et puis, en fonction des circonstances internationales, en fonction des dangers, on a fait appel à des professionnels. Ensuite, on a fait des appelés, mais on n'en a pris qu'une partie par tirage au sort. Ensuite, pendant la guerre froide, on a eu un service universel, etc. Donc, à un moment donné, il a été considéré pour des raisons qui furent bonnes tout à l'heure, alors qu'il fallait suspendre le service national, Jacques Chirac, 1996. Et aujourd'hui, les circonstances internationales sont tout à fait différentes. On a un accroissement des dangers, on a une accélération du chaos stratégique. Et que donc, nos autorités nationales, et je remarque que comme à peu près l'intégralité des autorités nationales européennes pensent qu'il faut adapter leur armée à cette menace-là. Je pense que c'est ça. On est finalement dans un mouvement constant qui est l'adaptation de la défense à la menace. Aujourd'hui, le problème de l'armée française, c'est qu'elle a été adaptée à une autre guerre que les Français lui ont demandé de savoir faire et que nous faisions parfaitement. C'était un contrat opérationnel. Nous avions un budget pour ce contrat. Ça consistait à faire la guerre avec 15 000 hommes, pas très longtemps, avec quelques milliers, avec quelques milliers de soldats, quelques milliers de kilomètres, et dans un environnement qu'on appelle permissif, pas de menaces aériennes, etc. Donc on était dimensionné là-dessus. Vous parlez de l'Afrique, vous parlez de tout ça. Toutes les opérations que nous avons conduites depuis la fin. Ça s'appelle quand même, ça s'est appelé effectivement l'Afghanistan, ça s'est appelé le Sahel, etc. Ça s'est appelé le Tchad, etc. Le Tchad, nous avons été, c'était le contrat qui a été donné par la France à l'armée, avec le budget qui allait avec. Et donc, l'armée a été dimensionnée là-dessus. Aujourd'hui, on voit bien que ce contrat opérationnel ne correspond plus à la menace. Donc, il change et il faut donc changer le modèle de défense. Et le modèle de défense exige une masse, une épaisseur stratégique que nous n'avons pas. Et que compte tenu des considérations de recrutement des professionnels, cette masse-là, on ne peut la trouver que dans le contingent. Mais on n'a pas besoin de 800 000 jeunes femmes et jeunes hommes, ce que représente une tranche d'âge. Donc il faut en prendre une partie, après avoir été étudié pendant au moins 2 ans par l'état-major, etc. Oui, il faut tester les différentes options ont été analysées. Un certain nombre d'enquêtes ont été faites dans la population. Et c'est ce modèle-là
candidat qui a été choisi parce qu'il apportait une part de l'efficacité que nous attendons. Il était crédible et réalisable avec les budgets que nous pouvions avoir et avec la jeunesse qui vraisemblablement voudrait bien se présenter dans les postes de recrutement. Mais alors justement, on parle alors. Il y a effectivement, et c'est à savoir, alors là, c'est une question à laquelle vous ne pouvez pas répondre, et moi encore moins. Est-ce que vous pensez, compte tenu de ce qui se passe, que dans la population française, il y a ce courant de vouloir justement se réarmer, pas seulement militairement, mais éthiquement, mentalement, etc. Vous pensez que les Français tels qu'ils sont, les choses étant celles qu'elles sont, et les hommes et les femmes étant celles qu'elles sont aujourd'hui, on est en 2025, est-ce que les gens sont prêts à cela, que en tout cas une partie de la population française est prête à aller dans ce sens-là et à aller avec volonté et je dirais enthousiasme? Eh bien, je le pense. Alors, je disais tout à l'heure que les armées ont fait les études qu'elles devaient faire dans la population, faisant appel à des organismes de sondage, ayant des chiffres, etc. Et considèrent pour l'instant que nous aurons ce qui est demandé, nous en aurons même beaucoup plus. Vous savez, la population, elle veut. Vous savez comme moi que on est dans le contre-coup de la mondialisation. Ce qui fait que on est devant une demande d'autorité, une demande de sécurité qui va croissant. Une demande d'identité. Et c'est là-dessus. C'est-à-dire que le monde qui appartient à tout le monde sans frontières, si vous voulez, on s'y retrouve pas. Ce qui explique d'ailleurs la montée des extrêmes à droite et à gauche, parce que c'est bien un contre-coup de la mondialisation. Eh bien, les gens, quelque part, ont besoin de cette famille qui était la nation. Et donc, ce sentiment existe, il croît. Et on peut le faire croître. Et un des buts du président Macron, d'ailleurs, c'est de tirer parti de ce qui se passe dans une armée qui est un creuset, pour essayer encore de développer. Parce que, j'aime bien citer Thucydide, parce qu'il est intéressant, qui nous dit, Thucydide, qui historien de la guerre du Péloponnèse, et parlant d'Athènes qu'il fallait défendre, il disait: ça ne sont pas les bateaux et les remparts qui font la défense de la cité, mais c'est la conjugaison de ces derniers et du courage et de la volonté des hommes. Et vous avez raison, c'est un problème essentiel, et tout laisse penser qu'elle existe déjà. Nous avons eu je ne sais pas combien de volontaires dans les queues devant les centres de recrutement après le Bataclan, après Nice, et maintenant même, alors que la situation est dangereuse, elle existe. Il faut donc en tirer parti et continuer ce mouvement. Il faut que la France fasse France, mais elle ne peut faire France que dans le cœur des Français. Mais petit à petit, on revient à des idées qui sont, à mon avis, plus raisonnables. Il est bon de citer Thucydide en toutes circonstances. Vous avez tout à fait raison. Alors, je rappelle simplement que donc ce service national, en 2026, 3000 jeunes pourront faire leur service, qui concernera d'abord les jeunes garçons et filles de 18 ou 19 ans, qui représenteraient 80% du contingent. Il sera possible de s'engager jusqu'à 25 ans sur des profils plus spécifiques. Et on le dit, je rappelle simplement, le service national est de nature exclusivement militaire. Les jeunes auront un statut militaire, il sera piloté par le ministère des Armées, et dit Emmanuel Macron, un modèle hybride d'armée va apparaître qui correspond aux menaces devant nous. Qu'est-ce que ça veut dire, là, en l'occurrence, hybride? Alors, hybride, on fait dire ce qu'on veut, mais l'idée est claire, c'est-à-dire que vous aurez au même endroit, pas exactement au même endroit, mais dans une même unité, des professionnels et des appelés. Voilà, c'est tout ce que ça veut dire. Alors pour l'instant, il n'est pas du tout prévu que ces soldats aillent le couteau entre les dents attaquer les forces adverses, mais qu'au contraire, qu'elles participent au soutien, si vous voulez. L'idée, c'est de dégager de la masse combattante. Aujourd'hui, on a beaucoup de soldats professionnels qui sont à l'arrière, qui sont je sais pas où. Et donc le jour où vous aurez, donc dès 2035, pardon. 2035, oui, c'est ça. 1935 2035, quand vous aurez 50 000 jeunes, c'est autant de soldats, c'est-à-dire 50 000 qui pourront être dégagés des fonctions de l'arrière pour aller partir vers l'avant et grossir les rangs de l'armée, je dirais, véritablement combattante. D'accord. Et alors ça, justement, en fait, ce qui est intéressant, alors, dernière question, à votre avis, ça... on n'est pas économiste, ni vous ni moi, mais quand même on peut en parler, c'est la question du financement. Est-ce qu'à votre avis, compte tenu de ce qui se passe en France, et vous le savez au moins aussi bien que moi, avec les dettes, alors évidemment qu'il faut faire des choix, etc. Est-ce que vu ce qu'on a demandé déjà pour le budget militaire des armées, et qu'on a demandé un certain nombre de hausses, est-ce qu'on a les moyens
aujourd'hui où il faut en tout cas les prendre, de faire cet effort-là qui va demander un effort on le dit aussi, on pense que entre 2026 et 2030, le coût du service national dont on parle est estimé à 2,3 milliards d'euros avec un effort d'investissement prévu principalement en 2027. On ne parle pas du budget 2026 qui n'est pas voté, mais à votre avis, on aura les moyens, on s'en donnera les moyens ? Alors, je crois qu'on s'en donnera les moyens. On a vu, c'est quand même intéressant, que le budget de la défense a doublé entre 2017 et 2027. Donc on voit bien qu'il y a une prise de conscience de ce besoin nouveau de défense. Donc on s'en donnera les moyens. Maintenant, est-ce que vous allez dire, ok, on peut pas se défendre, donc on se défend pas, donc on va abandonner notre modèle social parce que quelqu'un d'autre viendra le régler si on croit que la France mérite d'être défendue, alors il faut se doter les moyens. Et probablement, et vous avez raison, il faudra trouver des rééquilibrages entre le régalien et le social, parce qu'on n'aura pas le choix à un moment donné. Si vous voulez, est-ce que, soit vous dites, ce qui est au cœur de la réflexion, c'est le consommateur, on fait tout pour le consommateur, ou alors on dit le consommateur, il faut aussi qu'il soit défendu, et donc on va faire en sorte qu'il puisse être défendu. C'est un problème politique au premier chef, mais qui ne sera réglé qu'à partir du moment où la classe politique comprendra bien que la chose merveilleuse qui s'appelle la France, que nous avons bâtie, eh ben aujourd'hui, elle mérite d'être défendue, et qu'il faudra faire quelque part des sacrifices qui ne seront pas énormes, parce que c'est 1 à 1,5% du PIB. Donc évidemment, on peut les trouver en France. Eh bien écoutez, vaste programme, mais on verra si ce qui doit exister d'abord, et vous le savez, c'est la volonté. Merci Général Desportes. Merci à vous. Terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes, présente Sud Radio Berkov dans tous ses états. Jeudi dernier, un jeune homme qui faisait l'apologie du terrorisme et proférait des menaces de mort sur TikTok a été condamné par le tribunal correctionnel d'Albi à 36 mois de prison, dont 6 fermes à purger sous bracelet électronique, André Berkoff. Et il y a 2 semaines, et bien sûr Sud Radio, nous avions reçu Alia, une de ses victimes qui avait porté plainte contre lui en janvier dernier. Elle vient de nous rejoindre sur Sud Radio. Bonjour à vous Alia. Alors je rappelle, vous êtes apostate de l'islam depuis 2 ans, ce qui vous a valu effectivement d'être agressé violemment à plusieurs reprises sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de cet agresseur ? Et surtout qu'il a été condamné, ce qui est quand même une première, Alia. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que je peux dire sur cet agresseur ? Qu'il a 22 ans. Et en fait, je croyais que c'était une personne lambda, un jeune qui faisait son malin derrière l'écran. Oui. Alors qu'au final, quand je suis allée au tribunal et j'ai assisté à ce procès, je suis désolée, mais moi j'ai vu un terroriste. Pas potentiel, mais un terroriste. Déshumanisé, le regard vide et aucune sincérité dans ses arguments. Ah ouais, parce que vous l'avez vu au tribunal ? Oui. Ah, d'accord. Et donc, le fait qu'il ait été condamné à 36 mois de prison, dont 6 mois ferme, à purger sous bracelet électronique, vous en pensez quoi ? Est-ce que ça vous a rassuré ou pas ? Ou qu'est-ce que ça vous a fait ? Moi, en toute sincérité, je vais vous dire oui et non. Oui, dans le sens où c'est la peine la plus lourde qui n'est pas encore été donnée pour les menaces faites sur Internet. Ouais. Et non, dans le sens où je trouve que c'est pas assez sévère pour ce qu'on a subi depuis le mois de janvier. Oui, alors voilà. Justement, racontez-nous ce que vous avez exactement subi depuis le mois de janvier. Je rappelle que vous faisiez des lives sur TikTok dans lesquels, effectivement, vous lisiez des sourates du Coran. Racontez-nous lesquelles. Alors, ce jour-là, j'étais sur la sourate, comme d'habitude, 65, verset 4, qui traite le mariage des impubères, comme c'est marqué dans son tafsir. Et le Tafassir explique la sourate, qui nous explique qu'il s'agit de divorcer des impubères, donc celles qui sont trop jeunes pour avoir leurs règles, comme c'est marqué dans le Coran. D'accord. Donc, en débattant sur ces textes-là, on n'était pas d'accord comme d'habitude avec un individu, et donc lui, par la suite, est monté dans le live et nous a proféré toutes ces menaces. Quel genre de menaces ? Les menaces, quand il est monté, il a dit « Vous allez être décapité par un État islamique », je cite, et vous allez mourir dans un attentat, bande de koufars, de mécréants de merde. Vous allez être tous égorgés, vous allez être affichés sur Telegram de l'État islamique Daoula. Et il a chanté un chant de Daesh
qui disait, entre autres, je vous cite 2 phrases, « Couteau bien aiguisé, égorgez les Français. Musulmans de France, explosez-vous au Stade de France. » Et aussi, il en a rajouté pour se moquer des victimes du Bataclan. D'accord. Et dites-moi, alors donc, effectivement, c'est pour ça que vous dites oui et non, parce que vous dites, à ce niveau, il aurait mérité quand même plus que cela. Oui. Et Alia, aujourd'hui, est-ce que vous êtes sous protection, vous, ou pas, à l'heure où nous parlons? Je ne suis pas sous protection, je ne suis pas rassurée. Je croyais me sentir en danger et aujourd'hui, je suis en danger. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, ça n'a... Et pourtant, vous dites que c'est la première fois, c'est vraiment la première fois que quelqu'un, est condamné pour avoir proféré des menaces de mort de ce genre et de ce type-là, quoi. Mais pire, il a quand même attaqué la nation par ses propos, par ce chant de Daesh qui attaque la France directement. Ouais. Donc nous ne sommes pas les seules victimes, la France a été aussi attaquée. Et ils ont retrouvé dans son téléphone et des choses qu'ils ont affichées dans le tribunal, des photos montrant qu'il était à une appartenance à une mouvance islamique, notamment avec une photo de Ben Laden dans son téléphone. Donc il a reconnu effectivement les faits. Comment il justifie ces agressions? Qu'est-ce qu'il disait exactement à la barre? Il a 3-4 versions. Il était fatigué, il n'avait pas dormi pendant 30 heures, il avait pris des substances, il avait pris trop de café. Enfin voilà, ça change à chaque fois. Il voulait faire peur, il pensait pas choquer, il voulait troller, il savait pas que. Mais quand on lui a rappelé les faits, quand on lui a montré les faits, c'est-à-dire le live de 3 minutes passé avec toutes les cochonneries qu'il a dit pour nous menacer, là je pense qu'à force de dire j'ai oublié ce que j'ai dit dans le live, on a bien compris qu'il savait ce qu'il disait, il alignait bien ses phrases, il alignait bien ses mots, et il a même chanté la chanson qui nous a fait écouter par cœur, sans faute. Ouais. Voilà. Et c'est ça qui est évidemment glaçant et on comprend très bien. Et dites-moi, Alia, est-ce qu'on vous a proposé une protection? Est-ce qu'on vous a proposé quelque chose et aujourd'hui ou pas? Ou est-ce qu'aujourd'hui, sachant ce qui se passe, les tribunaux ayant écouté ce qu'il a écouté et au-delà de la condamnation, est-ce que quelque part, à un certain niveau ou pas, on vous a proposé une protection au niveau, je ne sais pas moi, de la municipalité, de là où vous habitez, etc., ou pas? Non, donc c'était pas sur mon lieu d'habitation qu'il y a eu le procès, mais en sortant du tribunal, moi et mon avocate étions terrorisés, parce qu'on a compris à qui on avait affaire. Notamment, il n'était pas tout seul, il était avec son ami. À savoir qu'on a dû partir en catastrophe du tribunal et que vite, je la dépose à la gare. Ils nous ont pistés. Ensuite, ils nous ont suivis auprès de mon véhicule. En partant, mon avocate les a vus se cacher derrière une voiture pour nous regarder. Pour nous regarder partir. Ouais, c'est terrible. Oui, aujourd'hui, ce sont des gens qui sont vraiment surveillés par la brigade antiterroriste? Oui, j'ai eu la confirmation aujourd'hui. Parce que je les ai interpellés. Je suis quand même allée faire une main courante pour signaler l'attitude qu'ils ont eue suite à la sortie du tribunal. Parce que je trouvais pas ça normal, et donc du coup la brigade antiterroriste est sur leur côte et les surveille. Juste un dernier mot, Alia, vous avez été indemnisé, vous serez indemnisé ou pas là-dessus? Oui, à hauteur à peu près de 2700 € en tout. De dommages et intérêts. Et en revanche, les menaces sont là, la terreur est là. Et écoutez, on vous souhaite vraiment bon courage. On vous souhaite et n'hésitez pas à nous appeler s'il y a quoi que ce soit. Appelez-nous. Merci beaucoup. Merci à vous, Alia, d'être intervenue sur Sud Radio. André Berkoff, dans un instant, la culture dans tous ses états, avec la diva américaine du gospel, Lise McComb, et Manon Altazin, la première femme pilote d'avion sourde en France. Son histoire et celle de sa famille racontée dans un film puissant qui sort au cinéma le 10 décembre exactement. Elle sera, elle et ses parents, dans un instant avec nous sur Sud Radio, juste après le journal de 13h.